Bonjour à tous. Donc, je vais me joindre à tous les intervenants pour remercier les membres du jury pour avoir sélectionné le travail de Rahim, le travail de doctorat de Rahim qu'il a effectué au laboratoire d'ingénierie des systèmes moléculaires à Marseille et qui s'intéresse à la guerre entre bactéries. Alors, les bactéries ne vivent pas seules, elles vivent en communauté et dans ces communautés, elles sont capables d'échanger de nombreuses informations par des petites molécules, mais également d'échanger du matériel génétique par des mécanismes de conjugaison et des nutriments et des composés chimiques au sein d'une communauté. Et ça va donc permettre la formation de ce qu'on appelle une communauté microbienne qui est composée de plusieurs espèces. C'est ce qu'on retrouve particulièrement dans ce qu'on a parlé précédemment, dans le microbiote par exemple. Cependant, en plus de tous ces mécanismes qui sont essentiellement bénéfiques pour les bactéries, il existe des comportements belliqueux où une bactérie va transporter des toxines dans une autre bactérie, conduisant à sa lyse et donc à l'élimination de bactéries au sein de la communauté. Et donc ça va conduire à la formation d'une communauté monoespèce. Donc je vais vous montrer ici une petite vidéo où vous allez voir deux bactéries différentes, une qui s'appelle Escherichia coli enteroagatif, qui est la souche que nous étudions au laboratoire, qui était la souche qui a provoqué l'épidémie il y a quelques années en Allemagne. Donc cette souche ici est colorée en verte, c'est ça, le concombre espagnol. C'est ça. Qui n'était pas le concombre espagnol, qui était le soja égyptien. C'est ça. Et donc ici, cette bactérie verte est mise en communauté avec une autre bactérie, qui est une bactérie commensale de l'intestin humain. Et comme vous allez pouvoir le voir sur cette vidéo, au bout de quelques minutes, les bactéries rouges, ici, sont graduellement éliminées au sein de la population par les bactéries vertes. Donc cette élimination, elle est due à un mécanisme très régulé qui s'appelle le système de sécrétion de type 6. Alors ce système de sécrétion de type 6 peut être représenté de manière schématique comme une arbalète, ici. Et donc ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une structure ici en noir qui est le tube interne, qui est une structure rigide, qui se termine par une pointe et qui va agir comme une flèche. Cette flèche est entourée par une structure qui est contractile et lorsque la bactérie va être en contact avec une bactérie cible, cette structure contractile va se contracter, éjectant la flèche directement dans la cellule cible afin de la tuer. Cette flèche est composée d'une pointe mais également de protéines qui sont des toxines et qui vont tuer la bactérie cible. Alors nous, au laboratoire, on s'intéresse à l'architecture et aux mécanismes d'assemblage de cette arbalète moléculaire. Et donc, je vais vous montrer une toute petite vidéo pour vous montrer quelles sont les questions que l'on se pose. Donc, on se pose la question de savoir à quel endroit cette structure va s'assembler de manière précise dans la bactérie et de savoir aussi comment ça va s'assembler, quelle est la première protéine qui va être mise en place à cet endroit-là, comment cette protéine va permettre de recruter les autres protéines de manière graduelle afin de former ce système de sécrétion. Est-ce qu'il y a d'autres structures qui sont assemblées ailleurs dans la bactérie? Comment elles sont assemblées? Quels sont les différents constituants de cet assemblage? Une fois que ces structures sont assemblées ailleurs dans la bactérie, comment elles vont être transportées au site d'assemblage? Est-ce qu'il existe des protéines chaperons qui vont permettre cet assemblage? Et comment toutes ces structures vont être assemblées les unes sur les autres pour former le système de sécrétion de type 6? Ce qui nous intéresse aussi, c'est d'avoir des détails moléculaires au niveau de cet assemblage afin de connaître les acides aminés qui sont impliqués dans toutes ces interactions afin de faire un système qui fonctionne parfaitement. Alors, ce système de sécrétion de type 6, il est composé de plusieurs sous-structures. La première, la plus importante, c'est la queue contractile qui est formée par ce tube rigide qui se termine par la pointe et qui est entouré par le fourreau contractile dont je vous ai déjà parlé. Ces structures s'assemblent sur ce qu'on appelle la plateforme d'assemblage qui est représentée ici. Et cette plateforme d'assemblage, elle est reliée à ce qu'on appelle le complexe membranaire qui va donc permettre d'ancrer le système à l'enveloppe bactérienne et de lui donner une directionnalité. Alors le travail de Rahim au cours de son doctorat, ça a été de travailler sur ces différents complexes. Ici, je vous ai mis les travaux auxquels a participé
Rahim. Et donc aujourd'hui, il va vous présenter ce qu'il a fait concernant le complexe membranaire, où il est co-premier auteur dans une étude parue l'année dernière dans Nature, et également quelques informations sur le mécanisme d'assemblage de la coque contractile, un article dont il est premier auteur et qui a été publié dans la revue Nature cette année. Alors, bien entendu, ce travail il a été fait en collaboration avec de nombreuses personnes, et je voudrais d'abord remercier ici Laure Journet, qui est la co-directrice de thèse de Rahim et qui a co-dirigé cette étude, Éric Durand, qui est un chercheur dans l'équipe qui développe des approches de biologie structurale et qui a travaillé en étroite collaboration avec Rahim. Rahim a également travaillé avec 2 autres doctorants dans l'équipe, Yannick et Marie-Stéphanie. Et bien sûr, nous avons un certain nombre de collaborateurs, Christian Cambio à la FMB à Marseille, Rémi Fronze à l'Institut Pasteur et Tab Mignot à Marseille. Et donc, je vais laisser maintenant la parole à Rahim pour qu'il vous présente son travail de doctorat. Merci. Merci. Alors, merci Eric. Tout d'abord, je souhaite remercier les membres du jury d'avoir sélectionné mon travail et de me permettre de le présenter ici. C'est un endroit qui est vraiment très, très impressionnant. Donc, mes travaux de thèse ont porté sur l'assemblage de cette nano-arbalète, qui est donc le système de sécrétion de type 6. Alors, à quoi ça ressemble ? Récemment, le groupe de John Mekalanos a publié ce cryotomographe de Vibrio cholerae. Au fait, il s'agit d'une coupe de la bactérie, et on peut voir en son centre cette longue structure tubulaire qui correspond au système de sécrétion de type 6. Alors, les gènes qui codent pour les protéines formant cette machinerie sont regroupés au sein d'un opéron. Ils sont assez conservés. Et lorsque l'on réalise une étude bioinformatique sur l'ensemble de ces gènes, eh bien, il s'avère qu'un certain nombre présentent des homologies avec des protéines du bactériophage. Alors rapidement, qu'est-ce qu'un bactériophage ? Un bactériophage est composé d'une capside qui renferme le matériel génétique, d'une queue contractile qui est composée donc d'un tube interne entouré d'un fourreau qui est contractile. On a également la présence d'une plateforme d'assemblage et enfin cette aiguille qui va perforer la paroi de la bactérie cible. Alors lorsque le bactériophage reconnaît une bactérie cible, il va y avoir des changements de conformation qui vont entraîner la contraction du fourreau et propulser le tube interne pour permettre de délivrer le matériel génétique dans la bactérie cible. Alors comme vous pouvez le voir, le bactériophage existe sous 2 conformations différentes, une forme allongée et une forme contractée. Alors si on revient sur le cryotomographe, les auteurs ont également montré que le système de sécrétion de type 6 existait aussi sous ces 2 conformations. Donc la conformation allongée, et également cette conformation contractée, où la structure est plus courte, mais avec un diamètre plus important. Et on note aussi que dans la forme allongée, il y a une densité à l'intérieur du tube que l'on perd lorsque le fourreau s'est contracté et a propulsé le tube interne. Alors basé sur ces observations et des similarités de structure avec le bactériophage, le modèle qui est proposé pour le fonctionnement du système de sécrétion de type 6 est le suivant. On aurait d'abord assemblage du complexe membranaire au sein de l'enveloppe, ainsi que de la plateforme d'assemblage. Puis, on aurait polymérisation du tube et du fourreau contractile. Et d'ailleurs, lorsque l'on fusionne une protéine fluorescente verte comme la GFP aux protéines du fourreau, on est capable de visualiser directement sous le microscope l'assemblage du fourreau. Donc, c'est ce qui se passe dans cette bactérie ici. On a assemblage du fourreau dans le cytoplasme de la cellule. Puis, une fois que la cellule entre en contact avec une bactérie cible, la contraction du fourreau va permettre de propulser le tube interne et de délivrer les différents effecteurs. Donc c'est ce que vous voyez ici. Et c'est donc la contraction du fourreau. Les différents effecteurs, donc, qui sont des toxines, vont lyser la bactérie cible. Et c'est ce que vous pouvez voir sur cette vidéo où la bactérie rouge disparaît une fois que le fourreau s'est contracté. Alors, une fois que le fourreau s'est contracté, il y a une protéine, une ATPase qui est recrutée au niveau de ce complexe et va permettre de désassembler la machinerie. Alors, si je reviens sur le cryotomographe, si on zoome un peu plus en détail sur cette partie, eh bien, on peut voir les différentes parties que Eric vous a présentées, avec la queue contractile ici, en vert, la plateforme d'assemblage, ainsi que le complexe membranaire. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter plus en détail ce que l'on sait du complexe membranaire du système de sécrétion de type 6. Alors à minima, il est composé de 3 protéines. La protéine TSSL,
TSSM et TSSJ. TSSL est une protéine de membrane interne qui possède un segment transmembranaire et dont la structure ressemble à un crochet directement dans le cytoplasme et qui pourrait permettre de recruter soit les différents effecteurs, les différentes toxines, soit permettre de recruter le reste de la machinerie. Alors, la seconde protéine du système est TSSM. TSSM possède 3 segments transmembranaires, une boucle cytoplasmique et un large domaine dans le périplasme qui peut se subdiviser en 2 sous-domaines, un domaine en hélice alpha ici et un domaine en feuillet bêta. Alors, ces 2 protéines interagissent ensemble via leur segment transmembranaire. Enfin, la troisième protéine du système est TSSJ. TSSJ est une lipoprotéine de membrane externe. Il a été montré que TSSJ interagit directement avec TSSM via le domaine en feuillet bêta de TSSM. On a donc ces 3 protéines qui interagissent ensemble et qui vont permettre d'ancrer l'ensemble de la machinerie à l'enveloppe bactérienne. Alors récemment, Éric Durand, en collaboration avec Rémi Frons à l'Institut Pasteur, a réussi à purifier le complexe membranaire et il a aussi obtenu la structure par microscopie électronique après coloration négative. Et donc il s'agit de ce complexe que vous voyez ici, de 1,7 mégadalton qui traverse l'ensemble de la paroi. Il est composé d'une large base au niveau de la membrane interne qui relie le sommet à la membrane externe via ces arches que vous voyez ici, ainsi que des piliers qui sont en son centre. Donc, on a également déterminé la stoichiométrie de ce complexe, et il y a donc 10 protéines de TSSM, 10 protéines de TSSL et 10 protéines de TSSJ. Donc, il y a une stoichiométrie 1, 1, 1. Maintenant, j'attends que ça tourne un petit peu. Si l'on regarde du dessus, donc ce qui se passe sur le dessus du complexe, eh bien on s'aperçoit qu'il y a la présence d'une micelle de détergent dans lesquelles viendraient baigner les résidus acides de la lipoprotéine TSSJ. Si on regarde maintenant du dessous, eh bien on s'aperçoit que le complexe est formé par ces 5 protubérances dans lesquelles on pourrait venir placer le crochet de TSSL que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, ce qu'on remarque à partir de cette structure, c'est que le diamètre interne semble insuffisant pour accommoder le tube lors de la contraction du fourreau. Et donc, on pense qu'à ce moment-là, il y a des changements conformationnels qui permettent d'ouvrir le complexe membranaire pour laisser passer le tube lors de la contraction. Et donc, on a voulu savoir quelle était la localisation in vivo directement dans la cellule de ces complexes membranaires. Est-ce qu'il pouvait y en avoir plusieurs dans une même cellule? Et enfin, nous avons voulu déterminer la biogénèse de ce complexe membranaire. Et donc, pour répondre à ces questions, nous avons fusionné la protéine fluorescente GFP à TSSM ou à TSSL. Et lorsque l'on réalise une expérience de time-lapse, c'est-à-dire qu'on regarde la même cellule à différents intervalles de temps, eh bien on s'aperçoit que les protéines localisent en foyer et que ces foyers sont statiques au cours du temps, c'est-à-dire qu'ils ne bougent pas. Et ce, que ce soit pour TSSM ou pour TSSL, on a exactement les mêmes résultats. Les protéines localisent en foyer et ces foyers sont statiques, ils ne bougent pas. Donc, afin de savoir si ce que l'on voit ici dans ce foyer correspond uniquement à TSSM ou ici à TSSL ou bien à un complexe membranaire entier, on a réalisé une expérience de colocalisation en fusionnant cette fois une protéine fluorescente rouge, la M-Cherry, à TSSL et la GFP en vert à TSSM. Et donc là, on ne voit pas très bien en rouge, mais les 2 protéines localisent en foyer et ces foyers se superposent exactement. Donc, ce qui suggère que lorsque l'on voit un foyer de fluorescence, eh bien à minima, il y a au moins TSSL et TSSM. Donc maintenant, on a réalisé un certain nombre d'études pour savoir combien il y avait de complexes membranaires dans une même cellule et où est-ce qu'ils étaient répartis. Eh bien, il y a entre 1 et 4 complexes membranaires dans une même cellule, donc il peut y en avoir plusieurs, avec une moyenne de 2 complexes membranaires par cellule. Et lorsqu'on regarde où ils se localisent au niveau de la bactérie, eh bien on s'aperçoit qu'ils sont localisés tout autour et qu'il n'y a pas de zone préférentielle d'assemblage de ce complexe membranaire. Donc enfin, pour confirmer que le complexe membranaire sert de base à l'assemblage du reste de la machinerie, de la queue contractile, on a réalisé une colocalisation, cette fois-ci entre le complexe membranaire en vert et le fourreau en rouge. Et donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on a d'abord l'apparition d'un... On ne voit pas très bien sur les images, mais il faut regarder sur le schéma ci-dessous. On a d'abord apparition d'un foyer vert qui correspond à l'assemblage d'un complexe membranaire, puis on a formation d'un fourreau qui va s'allonger à partir de ce complexe membranaire. Ce qui signifie que ce complexe sert vraiment de station d'accueil
à l'assemblage du reste de la machinerie. Donc enfin, nous avons voulu déterminer la biogénèse, donc la voie d'assemblage de ce complexe membranaire. Et donc pour ça, nous avons regardé la localisation des protéines dans différents fonds génétiques. Et l'idée derrière ça, c'est que si TSSM nécessite une autre protéine pour se localiser correctement, eh bien en absence de cette protéine, la fluorescence de TSM devrait être affectée. Et donc si on regarde ce qui se passe en absence de TSSL, eh bien TSSM localise toujours en foyer, donc ce qui suggère que TSSM n'a pas besoin de TSSL pour se localiser correctement. En revanche, en absence de la lipoprotéine de membrane externe TSSJ, la fluorescence est diffuse dans la cellule, ce qui suggère que la voie d'assemblage serait la suivante, où on aurait d'abord le recrutement de la lipoprotéine TSSJ, puis TSSM, puis TSSL. Et d'ailleurs, si on réalise les mêmes expériences, mais avec la protéine TSSL comme cible, eh bien en absence de TSSM ou TSSJ, la fluorescence est diffuse, ce qui confirme notre voie d'assemblage dans laquelle on aurait TSSJ, TSSM et TSSL. Donc, basé sur l'ensemble de ces données, on est arrivé au modèle suivant, où on pense que le prépositionnement de la lipoprotéine TSSJ permettrait de recruter la protéine TSSM, puis TSSL, ces trois protéines interagissant ensemble, puis on aurait oligomérisation de ces trois protéines pour former le complexe membranaire du système de sécrétion de type 6. Puis, donc j'ai pas eu le temps de vous le présenter aujourd'hui, mais on a montré que la plateforme d'assemblage était capable de s'assembler indépendamment dans le cytoplasme, puis elle était recrutée au niveau du complexe membranaire, et enfin, on a polymérisation du tube entouré du fourreau contractile. Alors, au niveau de cette étape, on s'est demandé comment l'élongation de ces deux structures pouvait être coordonnée. Et on s'est dit que peut-être il y avait une protéine qui pourrait permettre de coordonner l'élongation du tube et du fourreau. Et si cette protéine existait, alors elle devrait interagir à minima avec ces deux structures-là. Donc on a réalisé cette expérience. On a voulu savoir quelle protéine, donc ici du fourreau ou du tube, interagissait avec les autres composants de la machinerie. Et ce que l'on voit, c'est qu'on a un candidat, TSSA, qui interagit avec ces deux structures. Et donc on pense que TSSA pourrait être la protéine qui coordonnerait l'élongation de ces deux structures. Et d'ailleurs, si on regarde la localisation de la protéine TSSA, eh bien, elle localise en foyer, mais cette fois, ces foyers sont dynamiques, donc ils passent d'un côté à l'autre de la cellule. Et si on regarde ce qui se passe sur le chymographe, eh bien, on voit que le mouvement est rectiligne avec une vélocité constante. Donc la protéine est comme poussée d'une part à l'autre de la cellule, comme ça a été poussé par le fourreau en élongation. Et donc pour vérifier ça, on a fusionné la GFP, donc ATSSA, et on a regardé le fourreau en rouge en même temps. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a d'abord apparition du foyer de TSSA, puis on a élongation du fourreau, et la protéine TSSA va rester à l'extrémité distale du fourreau tout au long de l'étape d'élongation. Et donc si je reviens sur le modèle et ma conclusion finale, une fois que le complexe membranaire est assemblé et prépositionné autour de la cellule, eh bien on va avoir recrutement de la protéine TSSA ainsi que de la plateforme d'assemblage, et ceci va permettre de l'élongation et la polymérisation du tube interne et du fourreau de manière coordonnée. Enfin, la contraction du fourreau va propulser le tube interne, ce qui va entraîner la sécrétion des différentes toxines et la liste de la bactéricide. Alors, je souhaite remercier l'ensemble des membres de l'équipe, donc Eric Ascalès et Laure Journet, mes deux directeurs de thèse, Éric Durand, qui est co-premier auteur de toutes les études que je vous ai montrées aujourd'hui et qui a réalisé la partie structurale, Tam Mignot pour son expertise en microscopie, Rémi Fronze pour son aide dans les expériences de biologie structurale, et Christian Cambio et en particulier Son qui a réalisé la structure cristallographique du domaine périplasmique de TSSM. Et merci à vous de votre attention. Bien, l'invention de l'arbalète, c'est un ancien en fait maintenant. Je suis persuadé que c'est beaucoup plus ancien que je ne pensais. Y a-t-il des questions? Oui, André Santenac d'abord. Oui, les bactériophages reconnaissent des récepteurs sur des bactéries. Oui. Ici, je ne vois pas apparaître de récepteurs. Et donc, je me demande comment la bactérie reconnaît une bactérie qui n'est pas de sa propre espèce et comment elle n'arrive pas à faire un génocide parmi ses copines.
Alors oui, chez le bactériophage, c'est les fibres qui vont reconnaître leur récepteur. Dans notre cas, on n'en a pas, on ne sait pas quel est le signal, on sait juste que c'est contact dépendant. En revanche, on a cette fameuse lipoprotéine qui est de membrane externe, et on pense que soit elle seule, soit une fois qu'elle est en contact avec TSSM, pourrait exposer des boucles à l'extérieur, et ces boucles pourraient permettre de reconnaître le contact avec d'autres bactéries. Alors ensuite, sur la deuxième partie de votre question, pour éviter le génocide, en fait, les bactéries ont élaboré un moyen assez ingénieux, c'est le système toxine-antitoxine, où en fait, elles vont produire la toxine pour tuer les autres bactéries, mais également l'antitoxine. Ce qui fait que si par hasard elles envoient leur toxine dans une bactérie entre guillemets sœur, la bactérie sœur possédera l'antitoxine et pourra se défendre. Daniel Loubard. Oui, puisque vous avez commencé par le bactériophage et qu'effectivement il y a de grandes analogies, j'ai une question. Pour le bactériophage, on a montré il y a longtemps que l'assemblage des bactériophages se faisait dans le cytoplasme, que la synthèse, la transcription et la synthèse des protéines du bactériophage n'étaient pas ni coordonnées ni contrôlées du point de vue de la stéchiométrie. Okay. Ça, il suffit de relire les travaux des années 70. Vous n'étiez pas né peut-être. Non. Ici, on a un système où c'est contrôlé dans l'espace, ça a l'air d'être contrôlé dans le temps. Alors qu'est-ce qu'on sait du contrôle de la synthèse, de la transcription, de la traduction et de la stéchiométrie? Parce que pour le bactériophage, il y a un grand excès de certaines parties du bactériophage qui ne servent à rien. Et seuls les bactériophages bien assemblés, finalement, vont être relargués lorsque la cellule est lysée. Ici, on a un système très sophistiqué qui est le génome de la bactérie, cette fois. Alors, c'est de la curiosité. C'est pas ce que vous avez décrit, que je trouve très ingénieux et élégant, mais ça m'intéresserait de savoir comment tout ce processus morphogénétique est de fait contrôlé. Alors, chez le bactériophage, on retrouve une protéine qui va permettre le contrôle de la longueur de la queue contractile. Dans le cas du type 6, on n'en a pas, et on ne sait pas comment la longueur du tube et du fourreau est contrôlée. Par contre, quand on regarde les images, on a l'impression que l'élongation du tube et du fourreau traverse la cellule et se fait jusqu'à l'autre extrémité de la cellule. Donc, est-ce que ça pourrait être ça, une fois que la longueur du tube atteint l'autre côté, ça s'arrête et ça donne la taille de la longueur du fourreau, peut-être, mais on ne sait pas. On va bien exposer. Ouais. Une question à... Là. Oui. En quoi consiste la contraction du fuseau? Ouais. C'est un mouvement électrique ou pas? Non, en fait, ça ne nécessite pas d'énergie, c'est juste des changements de conformation qui font que le fourreau va se contracter. En fait, un fourreau contracté est dans une conformation d'énergie plus favorable qu'un fourreau allongé. Donc une fois que le fourreau est allongé, on pense que notre protéine TSA va permettre justement de coordonner cet assemblage. Et ensuite, une fois après un certain signal, eh bien, le fourreau, juste des changements de conformation font que le fourreau se contracte. Il faut qu'il y ait une barrière cinétique, sinon leur balade tirerait tout le temps. Enfin, bon. Eric. C'était la même question. C'était cette question-là que j'avais aussi. Pierre Corvol, alors on me dit, voilà. Oui, pardon, je suis là. Est-ce que ce superbe appareil peut être recyclé? Qu'est-ce qui advient de ces différentes protéines assemblées une fois qu'a été délivré les toxines à l'intérieur de la bactérie cible? Alors c'est vrai que former cet appareil, ça semble nécessiter beaucoup d'énergie. Mais alors déjà, ça s'assemble sans énergie. Et après, une fois que le fourreau est contracté, il y a une ATPase qui va permettre de désassembler le fourreau, les sous-unités du fourreau. Et donc, on ne sait pas, mais ce qui est possible, c'est que ces sous-unités du fourreau soient réutilisées pour assembler un autre fourreau et pouvoir être à nouveau se contracter. Par contre, ce que je ne vous ai pas montré aujourd'hui, c'est que les complexes membranaires, on a montré qu'eux pouvaient être réutilisés pour différents cycles de sécrétion. Donc tout ça fait que finalement, ça ne consomme pas tant d'énergie que ça et on peut s'en servir plusieurs fois. Y a-t-il une autre question? Sinon, je vais donner à votre directeur de thèse la possibilité peut-être d'apporter un commentaire supplémentaire.
des questions. Peut-être je peux juste revenir sur votre question concernant la régulation. En fait, la plupart de ces systèmes sont essentiellement régulés dans les cas de carence. Donc, quand les bactéries se retrouvent en carence nutritionnelle, le système est beaucoup plus transcrit et donc beaucoup plus synthétisé, donc beaucoup plus fonctionnel. Et donc, c'est peut-être aussi un argument pour dire comme quoi, à ce moment-là, la compétition est beaucoup plus importante et qu'il faut essayer de récupérer des nutriments, quoi qu'il en coûte. Merci. Un commentaire avant la médaille. Non, mais il y avait aussi quelque chose qui était amusant, Daniel. C'est que j'ai l'impression, vous allez me contredire, mais c'est qu'une bactérie qui a un système de type 6 va stimuler chez sa proie la production d'un système de type 6. Donc ça fait carrément du duel de bactéries. Hein. La guerre des bactéries. Merci, bravo. Et vous allez avoir une médaille en souvenir. Merci. Félicitations.